Bienvenue dans Tous à l'Ouest, le podcast de Western Movies, site forum consacré au western depuis 2004. Nous sommes ensemble pour un 5e podcast avec 2 invités qui vont nous emmener à l'ouest dans des lieux de tournage de western. Pour cette chevauchée, nous serons accompagnés de Art et Yosemite. Bonsoir Marc, alias Art. Bonsoir. Que nous connaissons du 1er et 3e podcast. Et bonsoir à Lionel, alias Yosemite. Bonsoir. Comme c'est la première fois que tu participes à notre podcast, je te laisse peut-être te présenter. Entendu, merci. Bon, je suis donc Lionel. Je suis inscrit sur le forum depuis, je donne de mémoire, je crois que c'était 2012. J'ai toujours été amateur de western. Puis un beau jour, je me suis dit pourquoi ne pas partager cet amour du western avec d'autres westerners, westernophiles. Et j'ai franchi le pas sous le pseudonyme de Yosemite, un parc où j'ai eu l'occasion de séjourner quelques jours, même si je ne vais pas en parler ce soir. Voilà, et c'est avec plaisir que j'ai répondu favorablement à cette proposition. Eh bien, merci de participer. Alors, le 3e podcast sur les Indiens s'était terminé par une devinette sous la forme d'un extrait musical. La bonne réponse qui a été trouvée par plusieurs d'entre vous, c'était La Vengeance de l'Indien, Reprisal de George Sherman. Et je vous rappelle que vous pouvez visionner nos 4 précédents podcasts sur westernmovies.fr, notre chaîne YouTube et les plateformes en ligne tels qu'Apple et Podcast Addict. Ce soir, nous allons aborder un sujet fondamental du western, les lieux de tournage. On a coutume de dire que les décors de western jouent un rôle à part entière. Le western est sans doute l'un des genres qui interagit le plus avec son environnement naturel. Les lieux de tournage servent souvent l'histoire. Un western, c'est une histoire, c'est des personnages, une bande musicale, mais aussi des images, des belles images dont on se souvient et qui font l'identité du genre. Certains réalisateurs ont d'ailleurs été associés à des lieux particuliers. Les paysages composent une image et peuvent contribuer à la tension narrative. Ces images, elles ont marqué beaucoup de spectateurs. Certains d'entre vous se sont même rendus sur place, aux États-Unis ou en Espagne notamment. Si vous aimez les paysages, les films et les westerns, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement pour ce 5e épisode. Pour commencer, Lionel va nous parler d'un premier lieu de tournage. C'est parti, merci. Donc, je vais vous parler d'un lieu qui va vous amener de l'Himalaya à l'Espagne. Aïe. L'Himalaya à l'Espagne, c'est pas tout à fait le western. Eh bien si, vous allez voir. Nous allons y arriver malgré tout. Et pour ne pas dévoiler le nom du lieu tout de suite, je vais d'abord vous donner quelques indices en parlant du cycle Renown. Et dans ce cycle Renown, un petit indice supplémentaire, 4 films sur 7 qui constituent ce corpus ont été tournés dans le lieu en question. Et sur ces 4 films, 2 s'y déroulent intégralement. J'ai cité Comanche Station et Talty, l'homme de l'Arizona. Ils ont été intégralement tournés sur le site. Et au départ, dans le générique du début de Comanche Station, on voit un magnifique parcours du cavalier au milieu des rochers, spécifique, très très caractéristique de cet endroit, et qui montre à quel point Buttiker, le réalisateur, donc, était inspiré par ce lieu, qu'il se targuait de très très bien connaître. Ray Lonesome, Chevauché de la Vengeance, et Seven Men From Now, les 7 hommes à abattre, y ont été tournés également, avec un petit détour par Olenchadioun, qui est situé à quelques kilomètres de là, de mémoire, quelques dizaines de kilomètres tout au plus. Pour finir un petit peu avec les indices, j'avais mentionné plutôt sur le forum, la présence d'un arbre qui brûle, ce fameux arbre pendu, tel qu'on l'appelle, qui est très très caractéristique. On le voit dans Comanche Station, qui est tourné en 1960. Or, c'est un arbre qui est censé avoir brûlé un an plus tôt dans La Chevauchée de la Vengeance, qui lui a été tourné en 59. Alors, comment un arbre qui a brûlé en 59 peut-il toujours se retrouver là en 1960? Eh bien, l'hypothèse la plus probable, et celle que j'ai retenue, m'avait été fournie par Lafayette à l'époque, qui suggérait que l'arbre n'avait pas brûlé intégralement, et que le feu avait été tout simplement éteint, peut-être par l'équipe elle-même, qui n'avait peut-être pas le droit non plus de tout brûler comme ça lui plaisait. Donc je pense qu'à présent vous avez identifié le site dont il est question.
Il s'agit bien évidemment d'Alabama Hills, qu'on appelle souvent un petit peu par raccourci Lone Pine, qui est le nom, nous allons dire, du patelin le plus proche, parce que Lone Pine, c'est quand même pas la grande cité des États-Unis. Donc pour mémoire, je vais revenir un petit peu au cycle Ranown. Il y a d'autres films, il y a 3 autres films pour lesquels Botiker a fait d'autres choix. Il s'agit de Decision à Sundown, Buckingham Island, Westbound. Voilà. Et en dehors du cycle Ranown, le décor d'Alabama Hills apparaîtra dans un autre film de Botiker qui est Black Midnight, que personnellement je n'ai pas vu. Donc Botiker, comme je le disais, ne se vantait pas, mais presque, de connaître parfaitement les lieux de cet endroit. Et il sera utilisé en maître la variété. Et on verra qu'il opérera des progressions, notamment, et je pense tout précisément à Seven Men From Now, des progressions d'endroits humides vers des endroits rocailleux, quelque chose d'assez frappant dans le film, où je vous rappelle, mais vous vous en souvenez forcément, que la rencontre de Randall Scott avec Johnny et Annie Greer, respectivement joués par Walter Reed et Gay Russell, elle a lieu en tout début de film, elle se déroule autour d'un chariot embourbé dans un endroit humide et végétalisé. Donc vraiment, il y a beaucoup d'eau. Il y a une petite transition par Olancha, qui est donc située pas très loin, comme je le disais tout à l'heure. Quant au dénouement, avant un retour à la civilisation qui clôturera le film, ce dénouement se déroulera dans l'aridité qui présage le duel entre Scott et Marvin. Il est aussi à noter que Botiker ne jouera pas que sur les zones géographiques. Il mêlera les éléments climatiques au paysage pour renforcer son propos. Souvenez-vous que dans la rencontre au tout début de Seven Men From Now, la rencontre se fait entre Randolph Scott et 2 fugitifs, on saura après qu'ils sont des fugitifs, dans une grotte. Et dehors, il pleut. C'est un endroit très, très restreint, et dehors, il pleut des cordes. Et il y a un échange tendu, qui finira d'ailleurs assez mal, pas pour Randolph Scott. Et on retrouve ces circonstances lors d'un échange qui est très tendu également entre Lee Marvin et Randolph Scott, toujours. Lee Marvin voulant faire un peu le malin, là, en évoquant une ancienne histoire d'un homme qui est parti avec la femme d'un autre, en faisant et en vraiment manifestement en provoquant Randolph Scott qui, à ce moment-là, fait des yeux doux à Gay Russell. C'est pareil, cette scène se situe dans un endroit un peu claustrophobique, c'est à l'intérieur du chariot, alors que dehors il pleut à verse. Et ce qui est quand même amusant à souligner, c'est que ces 2 scènes se passent sous une pluie battante, et ces 2 scènes préfigurent tout de même la mort d'un des protagonistes. Ce ne sera pas dévoiler la fin que de dire que c'est Lee Marvin qui va y rester, mais c'est assez symptomatique, je pense, de la volonté de Randolph Scott d'allier les lieux et les éléments météorologiques dans son propos. Donc à présent, puisque j'ai eu l'occasion, en fait, il s'agit d'un endroit où j'ai eu l'occasion d'aller, je vais vous en parler un petit peu dans le propos. Je vais vous parler un petit peu de Lone Pine et de non, je n'ai pas connu, et de Alabama Hills. En fait, la situation est au pied sur le versant est de la Sierra Nevada. Sierra Nevada, qui est prolongée par la vallée de l'Owens, en Californie. Chose notable, c'est que c'est quand même à 1640 mètres d'altitude. Et c'est tout près, donc, comme je le disais, du village de Lone Pine. Alors, Alabama Hills, à proprement parler, c'est 120 km². C'est vraiment ça se joue sur quelques dizaines de kilomètres de côté. Mais malgré tout, il y a derrière, en arrière-plan, on voit toujours la Sierra Nevada qui dresse un horizon et monumental, en fait. Alors, l'origine du nom. Pourquoi Alabama Hills alors que nous sommes en Californie? Pourquoi ce nom? Et en fait, ce nom, il est assez amusant. Je l'ai découvert en travaillant sur ce podcast, je ne le connaissais pas. Les Alabama Hills doivent leur nom aux navires de guerre de l'armée des États confédérés.
qui s'appelait CSS Alabama. Et ce sont des prospecteurs, on les retrouvera sur notre site, ces prospecteurs. Ce sont des prospecteurs favorables à la Confédération qui commencèrent par nommer les camps miniers en son honneur. Et peu à peu, le nom fut appliqué à l'entièreté des collines. Alors, les unionistes n'en resteront pas là. La revanche des unionistes viendra de l'USS Kearsarge, qui est un bateau donc de guerre également, mais qui se situe de l'autre côté, qui lui qui coulera à l'Alabama, le fameux Alabama qui a donné son nom, donc le navire, au large de Cherbourg. Bon, 1864. Tout ça se situe donc bien loin de la Sierra Nevada. Néanmoins, l'USS Kearsarge aura quand même refait son retour, au moins du point de vue du nom, dans aux États-Unis, puisqu'il y a un col dans la Sierra Nevada qui porte désormais son nom. Il s'agit de la Kearsarge Pass. Et ça a donné le nom à une ancienne ville minière également. C'est bien ancienne. J'avais même retrouvé donc sur le net un tableau d'Edouard Manet qui illustre le combat entre le Kearsarge et l'Alabama. Je ne m'attendais pas, je vous l'avoue, à avoir des illustrations d'Edouard Manet en préparant ce podcast. Alors pour en revenir à l'apparition au cinéma, comment dire, j'ai rencontré quelques difficultés à décompter exactement le nombre de films tournés à Alabama Hills. Oh, c'est toujours un peu pareil selon les requêtes qu'on fait, selon les sites. On n'a jamais tout à fait le même nombre d'occurrences. J'ai retenu celui qui me semblait le plus fiable, soit 373 films, dont 266 westerns quand même. Pour dire que c'est pas rien. Alabama Hills, ça a beaucoup inspiré les cinéastes qui ont fait des westerns, mais pas seulement. Il est quand même à noter que pour ce qui est des westerns, il s'agit quand même d'un lieu un peu ancien. On y trouve des westerns d'une époque des années 1950, mais plus récemment, ça s'est un peu déplacé, et je crois que nous y reviendrons avec Marc tout à l'heure. En termes de description, j'avais retrouvé quelques illustrations qui sont des photos que j'avais prises pour certaines et des illustrations de films, des captures de films. J'avais une photo là avec le mont Whitney en arrière-plan qui culmine quand même à 4421 mètres. Hein. C'est le point culminant des États-Unis contigus, ce qui signifie que c'est quand même pas rien, c'est le Mont Blanc. Hein. Et toujours cet amoncellement de collines, de rochers. Alors, quand on y va, on a l'impression que ça a été mis là pour faire une partie de cache-cache géante. Au milieu coule une rivière, ça tombe bien, parce qu'il y a toujours des petites scènes qui se passent au bord de l'eau, toujours, j'exagère, mais souvent. Et on retrouve cette rivière qui s'appelle l'Owens, pour quelques instants de sérénité au bord de l'eau, parce que c'est vrai que quand on sort de cette rocaille, on a quand même envie d'eau. Et alors, il s'agit d'un endroit qui est quand même devenu mythique, avec le nombre de westerns que je viens d'évoquer. Et voici quelques photos que j'avais prises sur place. À un moment donné, on voit surgir un panneau qui s'appelle le Movie Road. C'est pas partout qu'on voit des panneaux de ce genre, ainsi qu'une plaque commémorative que j'avais pris en photo, qu'on retrouve sans doute sur le net, je suis allé la rechercher, qui évoque le Movie Flat. Et on y trouve même, vous voyez, une Chevrolet. Mais ça, c'est pas issu d'un western, c'est moi qui étais au volant avec mon t-shirt vert. Je faisais le mariole, mais j'étais bien dans ma Chevrolet. Alors, pour partager quand même quelques impressions personnelles et quelques souvenirs sur le lieu, je dirais qu'en fait, Alabama Hills et Lone Pine, tout dans Lone Pine évoque le western et tout évoque l'histoire du western. J'ai proposé quelques illustrations qui sont des photos que j'avais prises dans le Dow Villa Motel. C'est le motel où nous résidions à l'époque, c'était en 2008. Il y a des photos de John Wayne partout, globalement. Et c'est quelque chose qui semble véhiculé dans un autre monde. L'ambiance dans la rue, ben, c'est une ambiance folk, c'est une ambiance où les danses folkloriques ont laissé place à des simulacres de duels.
J'ai trouvé une photo, pris une photo sur place où il y avait une espèce de simulation de dispute avec des hommes armés, le shérif qui intervient, et puis il y en a bien sûr un qui se fait abattre. Mais là, c'était même pas du cinéma, c'était vraiment du faux cinéma. Il s'est vite relevé, il s'était fait mal au poignet. Et ça fait toujours plaisir de voir quelques attractions comme le rodéo, où j'avais d'ailleurs appris à cette occasion qu'il y a des écoles de rodéo aux États-Unis. Alors, ça se voit pas sur l'illustration que j'ai proposée, mais la personne qui est sur le taureau porte un casque. C'est, ça protège mieux que. Et il y a effectivement un musée également, un musée du western. En fait. On y trouve des selles, on y trouve des vêtements, on y trouve des accessoires qui ont été portés par John Wayne, par Victor Mature. Quelque chose qui nous plonge vraiment dans le monde du western. Si vous avez l'occasion un jour d'aller dans l'ouest des États-Unis, je ne saurais que trop vous inviter à passer par là. Je pense que vous ne regretterez pas cette visite. Alors, curieusement, même si Alabama Hills est probablement le lieu le plus fréquemment aperçu dans les westerns, comme je le disais tout à l'heure, d'une époque un peu ancienne déjà, c'est peut-être pas celui qui viendrait en tête de tout un chacun. Si on demandait à des cinéphiles quel est le site qui lui paraît le plus aperçu dans les westerns. En fait, je crois que la spécificité d'Alabama Hills, contrairement à des lieux comme Death Valley et plus encore Monument Valley, les réalisateurs ne nous montrent pas Alabama Hills. Alabama Hills, c'est là. Tourner un western dans ce lieu, c'est un peu comme le tourner à la maison. Alabama Hills, ça fait en quelque sorte figure de studio, un studio immense, et bien sûr naturel et extérieur. Mais c'est un décor qui fait office d'ailleurs. Quand je dis ailleurs, c'est autre part, c'est vraiment ailleurs. Et d'ailleurs, cet ailleurs pouvant être les sommets himalayens, la planète Mars, le Far West, dans tout l'imaginaire qui suscite chez les westernophiles, ou le Far West, bien sûr. Et alors, pour revenir un instant et pour poursuivre sur cet ailleurs, pour revenir un instant sur l'amorce que j'ai choisie qui évoque l'Espagne, une anecdote amusante pour les westerners qui n'apprécient guère les westerns tournés à Almeria, je sais qu'il y en a. Dans le film Gladiator, Russell Crowe passe à cheval devant Alabama Hills, avec le mont Whitney en arrière-plan. Pourtant, il s'agit d'une scène censée se dérouler en Espagne. C'est en quelque sorte un faux Almeria, le monde du cinéma à l'envers pour une fois. Voilà, et pour effectuer la transition avec le prochain site que je vais évoquer, on va retrouver William Wellman et sa ville abandonnée, Yellow Sky. J'en ai fini avec Alabama Hills. Je laisse la parole à Marc, qui va évoquer le site 2 de... Attendez, juste un moment, Lionel, avant d'évoquer ce fameux site, le suivant, je voudrais juste revenir sur ce passionnant exposé que tu as fait sur Alabama Hills. Bon, moi, malheureusement, je n'y suis jamais allé. Je ne connais pas du tout la Californie. Donc, je ne connais pas Alabama Hills. J'ai rêvé à Alabama Hills en regardant les films, en regardant les photos. Et quand j'ai su que tu faisais cette présentation d'Alabama Hills, je me suis dit, mais quels sont les films qui te viennent à l'esprit, en me parlant, pour Alabama Hills? Alors, effectivement, il y a le cycle avec Randolph Scott, mais il y a d'autres choses. Je me souviens notamment d'un film qui m'avait beaucoup impressionné. C'est un film réalisé par une femme, c'est pas un western. C'est un film de 1953 qui est réalisé par Ida Lupino, qui était une grande actrice, mais qui est aussi un metteur en scène à une époque où il n'y en avait pas beaucoup, exactement, The Hitchhiker, Le Voyage de la peur. Et c'est un film assez extraordinaire qui se passe presque tout le temps dans une voiture, mais il traverse Alabama Hills en voiture. Et vraiment, c'est assez marquant parce que c'est un film oppressant. Hein. C'est l'histoire d'une prise d'otage, hein, d'un tueur qui capture deux types et pour qu'il l'emmène dans un endroit donné. Et il traverse Alabama Hills dans cette voiture. Et il y a toutes les séquences qui sont dans la voiture. On ne quitte pas le cadre de la voiture. Et de temps en temps, il s'arrête dans ce décor extraordinaire. Et ça, c'est
c'est vraiment un film très réussi pour ça, et avec justement cette coupure entre cet endroit un peu fermé et les grands espaces autour. Et ça met en valeur à la fois Alabama Hills et à la fois les scènes avec la voiture. Voilà, donc vraiment celui-là est très frappant. Alors il y a un autre film qui est tourné à Alabama Hills, qui n'est pas très connu, et pourtant c'est un film de John Wayne. C'est un des films de John Wayne qui est le moins connu. Même les admirateurs de John Wayne, ces aficionados, comme on dit, le connaissent pas très bien. C'est un film de 1940 qui s'appelle Les Déracinés. C'est un film république de Bernard Worros qui s'appelle en anglais Three Faces West. Et donc, c'est pas vraiment un western parce que ça se passe à la fin des années 30. Euh, c'est l'histoire des Allemands qui ont fui le nazisme et qui essayent de s'établir aux États-Unis. Et donc, John Wayne joue dedans. Alors, il fait pas un Allemand. Il a joué des rôles d'Allemand, même d'officier allemand, mais pas dans ce film. Il fait un petit gars du coin et qui va aider ces gens-là. Et c'est tourné partiellement à Alabama Hills. C'est tourné aussi dans le Dakota du Sud, je crois. C'est un film très intéressant parce qu'il n'est pas connu et il est bon. Et c'est un John Wayne. Et en plus, il y a une très belle actrice qui joue dedans, qui n'est pas connue du tout, elle, qui s'appelle Sigrid Guri, qui est une américaine d'origine norvégienne, qui a fait une dizaine de films, mais qui est presque aussi belle que les décors d'Alabama Hills, qu'on voit aussi très bien en noir et blanc. Donc voilà, deux films qui ont été tournés là-bas, que j'ai beaucoup aimé. Et je finirai aussi par un dernier souvenir. Alors là, c'est pas vraiment un film, c'est ce qu'on appelle un serial. Ces serials, c'est ces petits films à épisodes qui passaient dans les cinémas avant le grand film, en plusieurs épisodes pour fidéliser le spectateur des années 40. C'est un serial qui s'appelle Adventures of Captain Marvel. Captain Marvel, c'est déjà un super-héros qu'on avait déjà filmé des super-héros en 1900, je crois que c'est 41, Captain Marvel. Et donc, qui tournait à Alabama Hills, et puis on voit le Captain Marvel qui pourchasse qui pourchasse des bandits, des espions dans les décors d'Alabama Hills. C'est très très bien. Enfin, c'est très naïf comme cinéma. Hein. Les sérioles, c'était des poursuites et des bagarres à poings nus. Il y avait 2 poursuites et 4 bagarres à poings nus par épisode d'1 quart d'heure, mais c'était formidable. Et c'était intéressant parce que les sérioles, ils étaient souvent tournés pas très loin des studios de Los Angeles, de Hollywood, mais de temps en temps, ils faisaient des efforts et ils allaient loin pour trouver des beaux décors. C'est par exemple le cas d'un serial qui est l'un des plus beaux pour moi de William Whitney qui s'appelle la Caravane de l'Enfer de 1937 où ils avaient été tournés dans l'Utah déjà. Ils s'étaient éloignés d'Hollywood pour avoir des paysages marquants, des paysages qui frappent le spectateur. Et le Captain Marvel, qui est de 41, de William Whitney aussi, hein, qui est considéré comme le plus grand réalisateur de serial. Puis les plus grands serials, c'est ceux de République, évidemment. Hein. Columbia en a fait aussi, mais ceux de République sont mieux faits, à mon avis. Donc a été tourné aussi là-bas, à Alabama Hills. Donc voilà, c'est un endroit qui fait rêver, c'est un endroit où on aimerait aller. Écoute, je suis content pour toi que tu le connaisses. Moi, j'espère y aller un jour. Et puis voilà, quoi. C'est sûrement un endroit qui doit, quand on doit y aller, quand on doit y être, on ne doit pas être déçu. Merci, Marc. Et justement, Lionel, toi qui as été, est-ce quelle a été ta sensation quand tu étais sur place par rapport au film que tu avais pu voir avant? La sensation, c'est déjà une impression je dirais pas que je me sentais chez moi, faut pas exagérer. Mais c'est une sensation de déjà-vu, ça c'est sûr. C'est une sensation de déjà-vu, d'être un peu installé dans ce décor où se déroulent des dizaines de westerns qu'on a tous pu voir et où s'y déroule au minimum une séquence. C'est aussi, c'est là où apparaît le talent des réalisateurs et la magie du cinéma. Comme vient de le dire Marc, ces rochers peuvent présenter quelque chose d'oppressant en fait.
Tout à l'heure, dans le déroulé, moi j'évoquais une partie de cache-cache. C'est plutôt ludique, une partie de cache-cache. Et c'est vrai que quand on la voit comme ça donne envie d'y rentrer, comme s'y perdre et jouer à cache-cache, tout simplement. Sauf que quand même, c'est grand. Je disais que c'était petit, mais c'est 120 km². Donc, comment dire, cette oppression, elle peut vite arriver. Et je pense que c'est tout le talent des réalisateurs, et ce que j'évoquais d'ailleurs avec Botiqueur, de savoir exploiter et explorer ces lieux pour en faire ressortir l'impression voulue, l'impression de sérénité, de bien-être. Je parlais de la rivière qui est toujours une impression de bien-être. On se souvient toujours de ces hommes, de ces femmes, de ces chevaux qui viennent boire dans la rivière après avoir traversé des zones arides. Et ces cailloux là, c'est pareil, parce que ces cailloux ils ont l'air jolis comme ça, ils n'ont pas l'air très grands. Sauf que bon, la plupart font quand même 5 à 20 mètres d'eau. Donc c'est pas si ridicule que ça. Donc il y a quelque chose de riche en fait, de riche. On se dit, on comprend que si un réalisateur de talent débarque là, eh bien, il va en faire quelque chose. C'est pas étonnant que ça a été choisi et que ça s'appelle le Movie. Pour rebondir sur ce que vous disiez tous les deux, c'est cette notion d'environnement clos. On la retrouve très bien dans les films de Boy Teacher, notamment dans The Talty avec cette cabane à la fin du film. Et ce qu'il arrive très bien à faire, c'est exploiter un décor qui est très vaste et qui donne de l'ampleur au film. Je pense aux 2 derniers de la série, Ride Lonesome et Comanche Station, qui sont superbes en scope, où on voit vraiment cette richesse des panoramas. Et en parallèle, arriver à avoir un équilibre avec cet environnement clos qui crée de la tension. On le voit aussi dans Le Diable dans la peau de George Sherman, où à la fin du film, on a une confrontation assez intéressante qui mérite le détour. Absolument. Vous venez d'écouter le premier chapitre du 5e podcast de Western Movies consacré aux lieux de tournage de l'Ouest. Ce soir, nous avons parlé des Alabama Hills. Dans les prochaines semaines, vous découvrirez les 4 épisodes suivants de ce podcast consacré à 4 autres lieux de tournage. Vous pouvez réécouter nos précédents podcasts sur notre chaîne YouTube et également sur les plateformes en ligne comme Podcast Addict. Retrouvez-nous également sur westernmovies.fr. Très bonne soirée et vive le western!